tous et merci d'être avec nous. C'est Le Monde en 7. Nous revenons sur les principaux sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine et qui méritent qu'on puisse refaire le débat. Et ce samedi, on va évoquer l'Ukraine, l'Afrique face aux retombées économiques de la guerre et aux sanctions européennes. On parlera aussi du Mali, Bamako, qui en a marre de France 24 et de RFI. Les deux médias ont été interrompus, coupés dans le pays. Et puis le Togo, on va évoquer la deuxième réunion du cadre permanent de concertation. L'ANC qui a rejoint les rangs de discussion, le nouvel engagement togolais a pris les rênes de ces travaux pour les 3 prochains mois. Et pour parler de ces sujets sur le plateau avec moi, ce samedi, il y a le député du nouvel engagement togolais, Vincent Ameganvi. Bonsoir, honorable Vincent Ameganvi. Bonsoir Samuel, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwo TV qui nous suivent. Merci d'accepter l'invitation face à vous. Le plaisir est pour moi. Jérôme Sossou, directeur de publication du Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Samuel, et bonsoir honorable député. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous qui nous suivent actuellement. Et merci à vous également d'être notre invité. C'est un plaisir de partager le plateau avec les députés. Merci beaucoup. On prend tout de suite la direction de l'Ukraine. C'est notre premier sujet, mais avant peut-être de parler de l'Ukraine, je voudrais, Jérôme, pour 5 minutes, rendre hommage au confrère Joël Ega, conduit à sa dernière demeure ce samedi. Oui, tout à fait. Hier, on était à la messe veillée. C'était véritablement triste quand on écoutait l'évangile du prêtre. Ça nous a rendu véritablement tristes dans la salle. Malheureusement, on n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est la décision de Dieu. Malheureusement également, le prêtre disait que nous évitions de dire que c'était la volonté de Dieu lorsqu'un jeune meurt. On ne sait plus ce qu'il faut véritablement dire, mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Joël a 43 ans. Ouais. Joël est encore très très jeune. C'est-à-dire qu'il est mort dans la fleur de l'âge. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est sa progéniture. Oui. Les enfants qu'il a laissés derrière lui. On parlait de 5 enfants. Malheureusement, on doit penser à eux. On doit penser à eux. Et ce samedi matin déjà, il est conduit à sa dernière demeure. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, que le Seigneur le reçoive à ses côtés et que la terre lui soit légère. Vincent Ameganvi, Joël Ega, c'est quelqu'un que vous connaissiez personnellement? Pas personnellement, mais plutôt dans le métier. C'est un journaliste et nous sommes appelés à côtoyer des journalistes très très souvent. Donc je l'ai connu comme ça. C'est quelqu'un avec qui j'ai discuté 2 ou 3 fois, mais il est bien posé, hein, et il réfléchit bien. Il a de la matière quand il discute avec vous. C'est très triste comme mon cher ami l'a dit tout à l'heure. C'est triste. Partir dans la fleur de l'âge, c'est triste. Tout ce qu'on peut demander par cette période-là, c'est que Dieu même, le Seigneur Tout-Puissant, apaise les cœurs. Et que nous autres qui sommes encore parmi les vivants, pensions à sa progéniture, à sa femme et ses enfants. Et que nous ne les oublions pas, hein, de temps en temps. Il faut qu'on se rappelle d'eux et qu'on se dise que Joël a vécu, il n'a pas vécu inutilement, et que sa progéniture puisse faire grandir son nom. Mais Jérôme, avant de s'asseoir sur ce plateau, on analysait ensemble la condition même des journalistes. Il faut dire que sur ces dernières années, on a perdu beaucoup de confrères, soit par le fait de maladies, par des situations inopportunes, et on trouvait qu'il y avait beaucoup de misère dans la corporation finalement. Oui, malheureusement, on a du temps pour les autres, mais jamais on a du temps pour nous-mêmes. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que lorsqu'on a des soucis à des moments donnés, on n'a personne pour soutenir, on n'a personne pour aider, on n'a personne justement pour relever. Mais lorsque, par malheur, on meurt, on trouve beaucoup de personnes qui nous font hommage. C'est un peu regrettable, c'est un peu regrettable. Moi, je l'appelle parfois de l'hypocrisie parce que depuis que cette histoire de Joël a commencé, je n'ai pas encore entendu une seule personne. C'est vrai qu'on dit que quand quelqu'un meurt, on ne parle plus de lui en mal, mais c'est généralement de l'hypocrisie à mon sens.
Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire que Joël a à un moment donné l'a offensé, mais on ne peut pas dire que Joël n'a jamais offensé quelqu'un. On ne peut pas dire que Joël n'a fait du mal envers quelqu'un. Il faudra à des moments donnés qu'on relève ça avant de continuer de faire dommage dans le bon sens pour le regretter. Et dans la corporation des journalistes aujourd'hui, on a tellement de problèmes, on a tellement de souffrances, au point que parfois le métier nous fatigue. On n'a plus envie de le faire. Mais on se demande ce qu'on pouvait encore faire. Avant de commencer l'émission, je discutais avec toi par rapport à un certain nombre de choses que nous vivons tous les jours, régulièrement, dans nos foyers. On a des difficultés même à entretenir nos enfants. Et on a des difficultés à faire en sorte que nos rédactions soient véritablement des rédactions. C'est vrai qu'on peut constater les mêmes choses en Afrique, mais particulièrement au Togo, j'ai comme l'impression que le journaliste est le reste du laissé pour compte. C'est-à-dire que ça donne l'impression que le pouvoir en place ne veut pas voir les journalistes s'épanouir, surtout ceux qui le critiquent. Ce qui fait que ça fait du mal, ça fait très mal, ça fait très mal. Le député est en face de moi, il suffit de les critiquer, que vous deveniez leurs ennemis. Le gouvernement, il suffit que vous critiquez des gens, vous devenez leurs ennemis. Et ils arrivent à vous couper tous les avantages, ce qui fait que nous végétons dans la misère, dans une misère criarde, et ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, moi je souffre personnellement, et demain, lorsque je vais mourir, vous allez voir ces chapelets d'hommage à mon endroit, et 1, 2, 3 jours après, on va oublier mes enfants. Oui. C'est ce qui est un peu regrettable. Donc il va falloir que nous repensions à nous-mêmes. On n'a pas de temps pour aller se faire soigner, pour aller faire un bilan de santé, oui. Parce qu'on n'a pas de moyens pour soutenir la maison. Est-ce qu'on va avoir les moyens pour aller faire des bilans de santé, pour du moins corriger ce qui ne va pas dans notre organisme? De toute façon, on est là, on a embrassé le métier. Avec tous ces risques, on y va, on continue, on verra ce que ça va donner. Et on est sûr que ça va donner quelque chose de positif. Tout à fait. Et donc nous saluons la mémoire de Joël Lega et prions que la terre lui soit légère. Direction l'Ukraine. L'Ukraine où sévit une guerre avec la Russie depuis 3 semaines déjà, un conflit loin du continent africain, mais qui a des répercussions économiques. La Russie croule sous les sanctions de l'Union européenne. On sait que la Russie est le premier producteur mondial de blé. L'Ukraine est le 5e producteur mondial de blé. L'Afrique, donc, qui est très dépendant de cette matière dans la fabrication du pain, mais aussi des pâtes alimentaires, eh bien, ça se ressent. Le prix de beaucoup de produits, notamment le carburant également. On va suivre dans ce reportage cette situation, ces difficultés économiques que vive le continent en raison de la crise ukrainienne. Entre hausse des prix des produits de première nécessité et de ceux du pétrole faisant craindre une aggravation de la pauvreté dans tout le continent, l'Afrique subit déjà de plein fouet des retombées économiques de l'invasion russe en Ukraine. À plus de $100 le baril, les cours mondiaux de l'or noir, par exemple, ont atteint au début de la guerre leur plus haut niveau depuis 10 ans, doublant les prix du carburant, notamment au Nigeria, pays le plus peuplé du continent. Au début de l'année, le diesel se vendait entre 270 et 280 Naira, puis il est passé à 310 Naira. Mais en l'espace d'un mois, il est monté à 600 Naira et plus. De nombreuses industries utilisent du diesel. Les camions qui transportent des denrées alimentaires du nord au sud fonctionnent au diesel. Même les trains utilisent du diesel. 3 semaines après le début de la guerre, les coûts grimpent et avec eux,
L'inquiétude notamment pour la sécurité alimentaire, car l'Ukraine et la Russie sont d'importants fournisseurs de blé et de céréales en direction de plusieurs pays africains. Pire encore, avec les sanctions contre Moscou, le prix des engrais monte en flèche. Une menace pour les récoltes africaines qui risque de faire grimper encore plus les coûts des denrées alimentaires, notamment celui du pain. Dans ce supermarché, les employés travaillent la peur au ventre. Vous pouvez demander aux employés de ce magasin. On a tous peur de perdre nos emplois parce que ceux qui travaillent à la boulangerie ne travaillent plus autant qu'avant, parce qu'ils ne font plus beaucoup de pain et que l'on ne vend plus beaucoup non plus. Des emplois menacés et même plus. D'autres, comme le Ghana, pays très endetté, devront faire face à des coûts d'emprunt plus élevés selon les analystes. L'invasion de l'Ukraine pourrait poser encore plus de difficultés aux ménages africains, notamment en Éthiopie, pays touché par la sécheresse et un conflit avec un besoin d'aide alimentaire pour 20 millions de personnes. Voilà donc pour la situation au niveau du continent avec cette crise ukrainienne. Vincent Améganvi, il faut dire que on s'attendait dès le début de la crise, connaissant la position de ces deux pays dans la production de blé, on s'attendait à des répercussions. Bien entendu, on s'attendait à des répercussions, surtout des répercussions économiques. On l'a suivi dans l'élément tout à l'heure, la Russie produit énormément de blé, c'est la première puissance. L'Ukraine aussi, 4e ou 5e producteur de blé. Chez nous ici, on ne cultive pas le blé, donc on dépend énormément, ou bien on dépend totalement du blé des Européens. Donc du coup, le pain qui est la matière dérivée du blé, que nous tous nous consommons est l'élément essentiellement primordial. Le coût va se ressentir très prochainement sur le plein. Ça a commencé déjà ailleurs et sûrement que ça va venir ici chez nous au Togo aussi. Mais heureusement que chez nous il y a l'État ou bien le gouvernement qui subventionne énormément ce produit-là. C'est pour ça qu'on n'a pas encore les flambées qu'on pouvait espérer. Alors, au même moment, vous allez voir par rapport au gaz, c'est le pétrole, c'est l'élément premier. On voit au Nigeria déjà des délestages, des coupures d'électricité et tout ça là. Le Nigeria, même en tant que producteur de pétrole, ne transforme pas forcément. 95% de sa consommation est importée. Voilà, c'est l'aspect qui nous échappe encore un peu en Afrique. On a la matière première, mais on est obligé tout le temps d'envoyer la matière première à l'extérieur pour transformer et qu'on nous la renvoie. Donc ce qui fait que nous dépendons, même si nous avons la matière première, nous dépendons énormément de l'Occident pour les besoins élémentaires, les besoins essentiels. Du coup, vous allez voir que la vie est devenue plus chère. Ça a commencé au Nigeria, mais parce que le Nigeria est une grande puissance en Afrique, ça a commencé au Nigeria, mais ça va venir. Hein. Si ça, le Nigeria, un peu chez nous en Afrique de l'Ouest, ici, le Nigeria est notre poumon. Dès que ça touche là-bas, nous, on ressent les séquelles ici. Donc, c'est quelque chose qui est prévisible et c'est quelque chose qui, si rien ne se fait, si les accords ne se trouvent pas de l'autre côté, on va le ressentir très durement. Jérôme Soussou, c'est vrai, je le disais, l'Ukraine, la Russie, c'est loin. Nous, l'Afrique n'a rien à voir avec ce conflit. Mais finalement, l'Afrique risque de payer le prix. Et au niveau même de l'Union européenne, beaucoup de voix ont commencé par se lever pour dire au continent, attention, il y a des risques de famine à cause de la crise ukrainienne. Non, il faut reconnaître qu'aucun pays au monde aujourd'hui ne peut plus vivre en vase clos. Et donc, quand on ne peut pas vivre en vase clos, cela veut dire que la guerre doit avoir forcément des répercussions économiquement sur l'Afrique. Et surtout que l'Afrique est une grande consommatrice. L'Afrique ne produit pas assez, mais l'Afrique consomme beaucoup. Et donc, surtout, le Togo, je voudrais juste donner un petit exemple. Le bidon de 25 litres d'huile aujourd'hui coûte 30 000 en l'espace d'une semaine. Ça a quitté 25 000 pour aller à 30 000. Et je signale qu'il y a un an, on l'achetait à 12 000. À 12 000, voilà. Voire au maximum 17 000. Tout à fait. C'est grave parce que lorsqu'on parle du blé, vous savez que
le premier aliment que le Togolais consomme, c'est le pain. C'est-à-dire tous les matins, vous allez voir des gens consommer du pain, même si durant la journée, on n'a rien à manger, on ne trouve rien du tout. Il suffit de trouver 100 francs pour s'acheter du pain et aller payer un sachet de Piouata. Je crois qu'on a réglé le problème de manger durant toute la journée en attendant d'arriver à la maison pour voir si on peut trouver quelques poignées de pâtes à avaler. Et donc, forcément, comme le Togo n'est pas producteur, comme le Togo est consommateur, comme l'Afrique est consommatrice, forcément, ça doit avoir répercussion. Et pour ce qui concerne le carburant, il faut déjà voir ce qui se passe. C'est vrai que la dernière fois, le gouvernement avait la tentation d'augmenter, sauf que selon les informations, quelqu'un a mis la main sur cette initiative en attendant. Tout compte fait, ça va se faire. Ça va se faire parce que si le baril continue de monter, le prix du baril continue de monter. On est déjà à plus de $100. À plus de $100. Et que l'essence même ou le gaz ou le carburant, enfin, il y a pénurie du carburant dans les plateformes des producteurs aujourd'hui. Cela veut dire que ça va avoir forcément répercussion sur nous. Vous allez voir même sur le marché, la baguette du pain a diminué de volume. Et puis vous allez constater aussi que quand vous prenez le pain, vous le fendillez, vous allez voir qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas l'amande là-dedans. Ça commence par donner du souci à nous qui sommes les gros consommateurs d'abord. Et le problème est que malheureusement, les frontières sont fermées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ça avait déjà le premier problème avec cette histoire de Covid-19. On a fermé les frontières jusqu'à maintenant. Les frontières sont maintenues encore fermées. Et lorsque le déficit ou la pénurie du carburant va se faire sentir, ça veut dire que la souffrance va s'augmenter. C'est ce qui d'ailleurs fait qu'aujourd'hui, déjà, on crée sur le marché que la vie devient de plus en plus chère. Malgré tout ce que nous disons, tout notre cri de détresse, le gouvernement n'arrive pas à trouver la solution. Il n'arrive pas à faire en sorte que la vie chère diminue. Parce que c'est vrai qu'à des moments donnés, on peut le comprendre, mais aussi on a des inquiétudes parce que pour nous, on disait que le gouvernement ne fait pas des efforts nécessaires pour quand même pour remédier à la situation. Justement, est-ce que aujourd'hui cette situation-là, parce que Jérôme l'a bien dépeint, l'Afrique c'est un gros consommateur, on consomme presque tout. Je le disais, le Nigeria produit du pétrole en Afrique, mais est obligé d'importer le carburant et tout. Est-ce que ce n'est pas une occasion de tirer les leçons et couper cette dépendance, que ce soit au blé ou à d'autres matières? Oui, le problème c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive et que ce ne sera pas la dernière fois. Ça s'est déjà passé dans le passé et puis on a tiré des leçons, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on propose? C'est vrai que nous avons encore cette dépendance-là de l'Occident. Nous crions tout le temps, nous sommes des panafricanistes, on veut être indépendants et tout ça. Mais ça se voit dans le concret, c'est pas dans les belles paroles, c'est dans le concret. Là, aujourd'hui, comment on peut imaginer qu'un grand pays comme le Nigeria, qui produit énormément de barils de pétrole, soit encore indépendant à pratiquement 90% de l'extérieur. C'est inimaginable. Mais au même moment, on parle du Nigeria, mais si nous revenons aussi un peu chez nous ici au Togo, mais on produit du phosphate, mais l'engrais, on importe aussi l'engrais, mais beaucoup d'engrais sont fabriqués à base de notre phosphate. Donc c'est un peu le mal que nous avons en Afrique. On arrive à produire, on a de la matière première, on les a énormément dans notre sous-sol. Mais cette capacité de transformer nous manque. Je ne sais pas si c'est la technologie qui nous manque, mais on en voit, il y a beaucoup de nos chers compatriotes africains qui sont dans les firmes là-bas, qui savent comment faire comment transformer les choses, qui ont de la matière.
mais qui ne reviennent pas parce que les conditions ne sont pas favorables. Il faut d'abord que nous-mêmes, en Afrique ici, nous mettions les conditions qu'il faut. Nous rassurons les gens qui veulent bien venir travailler avec nous. Et que des dirigeants aussi fassent l'effort d'avoir une conduite donnée, de vouloir... bon, il y a des pays qui s'efforcent, hein, il y a des pays qui s'efforcent à faire de la transformation, mais le niveau n'est pas encore ça. Le niveau n'est pas encore ça pour être suffisamment autonome, indépendant. C'est ça qui nous manque. Il faut vraiment, oui, c'est vrai, on doit faire l'état des lieux. C'est vrai, on doit essayer de compter sur soi, mais au même moment... il y a du chemin à faire pour en arriver là. On le voit tout le temps, oui, on crie là, on va encore crier hein, jusqu'à ce que la crise là ne finisse. On va encore crier, on va s'égosiller pour dire oui, on dépend, il faut qu'on change les choses, mais quand ça va finir, on va continuer par dépendre. Ça veut dire qu'on ne tire pas des leçons. On ne tire pas des leçons, on constate. On constate et puis on subit. C'est tout. C'est la même chose avec la Covid-19 qui s'est passée. Les vaccins qu'on a eu en Afrique, on a totalement eu des vaccins qui sont importés. On n'en a pas fabriqué. Bon, c'est vrai qu'il y a quelqu'un en Afrique du Sud et puis, oui, qui ont essayé, mais chez nous, au Togo ou ailleurs, la majorité des vaccins ont été importés. Donc, du coup, vous allez voir qu'on ne continue pas à subir, même jusque dans le domaine de la santé, qui est très, très primordial. Si quelqu'un veut nous décimer en Afrique, ben on met quelque chose dans ce produit-là et puis on y passe tous. Heureusement que ce n'est pas encore le cas et on espère que ça ne sera pas le cas. Donc il faut que nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous prenions conscience de la chose et que les gouvernants, d'ailleurs, c'est eux qui doivent impulser le souffle qu'il faut pour que nous changions réellement les choses. Hein. C'est ça, avoir une vision pour un pays. Oui, mais la FAO a déjà crié, a déjà alerté pour la famine et très prochainement. Mais malheureusement, on attend encore la pluie du ciel avant quand même de semer du maïs. Or, la météo... ça va être rare. Oui, mais justement, la météo disait que la pluie a été déjà en retard. Et puis, elle va finir très tôt. C'est-à-dire que lorsque la pluie va commencer par tomber, elle va finir très tôt. Cela veut dire qu'en réalité, la sécheresse va prendre la grande partie de la saison. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Quand, par exemple, nous parlons du blé, on a dit que la Russie est le premier producteur, l'Ukraine le 5e. En Afrique, je ne sais pas s'il y a un pays qui en produit, mais qu'est-ce qui nous empêche? Mais justement, c'est là où j'en venais. J'en venais parce qu'on a le lit du mono, on a le lit du zio, on a des lagunes partout. On ne peut pas transformer ces vallées de lotiers, etc., en terre. Un espace de production. Un espace de production du blé, du riz, etc. Bon, il faut voir aussi la condition climatique. Hein. Est-ce que le climat permet... Est-ce que tout ça, ce n'est pas des choses qu'on nous met dans la tête? Oui, mais est-ce que quelqu'un a déjà essayé? C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas toujours attendre que la pluie tombe avant qu'on ne produise du maïs, etc. On peut faire des irrigations dans les pays. Comment est-ce que le Burkina, le Niger, ces pays sahéliens font pour que l'oignon arrive tous les jours à Lomé? La tomate aussi. La tomate, qu'est-ce qu'ils font? Il arrive des fois que nos tomates que nous produisons, les oignons que nous produisons, finissent très tôt, mais nous continuons de consommer, de manger de l'oignon du Burkina Faso, du Niger, etc. Comment est-ce qu'eux font? Alors que ce sont des pays sahéliens. Alors nous sommes à la côte, on peut quand même faire des irrigations pour quand même permettre à ce que l'eau ne manque à la terre chaque fois lorsqu'on va produire. Maintenant, si on attend à ce que la pluie tombe avant qu'on ne sème, et que la météo annonce que ça va s'arrêter très tôt, mais comment est-ce qu'on va faire pour quand même avoir beaucoup de maïs dans les greniers? C'est ce que nous refusons de faire. On attend toujours de consommer. Tout à l'heure, dans l'élément, on a parlé comment appelle-t-on, de l'engrais qui est devenu beaucoup plus cher. Si aujourd'hui, l'agriculteur ne peut pas avoir de l'engrais parce que c'est cher sur le marché, et comment est-ce qu'on va faire quand même pour garantir l'autosuffisance alimentaire pour les Togolais? C'est dans ce sens que là, moi je demande au gouvernement de faire en sorte de ne plus attendre
la pluie. Il faut quand même faire des choses artificielles. Vous arrivez par exemple à Dubaï, un pays complètement sahélien, un pays de désert, mais c'est là où on a construit les plus belles, comment appelle-t-on, les plus beaux édifices. C'est là où on a on a de la mer, on a je ne sais pas, ils ont transformé, ils ont fait des choses artificielles. Oui. Et puis, ceux qui sont au Togo là, nos dirigeants, aiment aller là-bas. Ils ont l'argent du pétrole là-bas. Si on ne peut pas faire comme eux exactement, le minimum là, on peut le faire. Moi ce que je veux peut-être revenir sur le sujet du blé. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont essayé de produire le blé en Afrique, un peu partout. Mais ça n'a pas réussi. Hein. Je ne sais pas, je ne connais pas les résultats. Mais c'est vrai ce que Samuel disait tout à l'heure, est-ce que ce ne sont pas des idées qu'on donne Parce que moi je me rappelle, j'ai un ami qui produit de la fraise aujourd'hui au Togo. Okay. Et ça marche. Mais dans le temps on me disait que oui, la fraise était en Europe, on ne peut pas le faire et tout. Mais aujourd'hui au Togo, moi je connais bien le monsieur qui produit de la fraise au Togo et qui en distribue. Donc on peut essayer, je ne sais pas, même aujourd'hui si on arrive à faire l'oignon, comme il a dit tout à l'heure au Burkina, dans le Sahel et tout ça, mais on peut, je pense, je suppose, même si les conditions ne sont pas réunies, on peut créer les conditions aujourd'hui. Aujourd'hui, la science et la technologie est tellement développée, on peut créer les conditions pour produire ce genre de choses. Parce que surtout qu'on sait que c'est une matière de base, un élément de base pour l'alimentation dans nos pays. Il faut qu'on en arrive là. Et l'autre aspect de la chose, c'est qu'aujourd'hui, on veut produire du soja à la place du maïs. Oui, c'est ça aussi. On a laissé les cultures vivrières pour les cultures de rente. Tout à fait. Or, notre aliment de base, c'est la pâte. C'est avec du maïs, on le fait. Maintenant, on veut, parce qu'on se dit que dans le soja, il y a plus d'argent, on veut cultiver plus de soja à la place. Or, on ne peut pas manger du soja. Oui, mais le paysan, lui, ne connaît pas ça. Il ne sait pas ça. Lui, c'est pour le commerce. Il produit pour la commercialisation. Pour nous. Maintenant, le truc, je discutais avec des producteurs. Moi, je suis un peu dans le domaine agricole. Je discutais avec des producteurs la dernière fois. Si le maïs arrive à monter jusqu'à 1000 francs des fois, ça voudrait dire que ceux qui vont garder le maïs, mais c'est eux qui seront les nouveaux riches dans le secteur. Bien sûr. C'est eux qui seront les nouveaux riches. Donc, au même moment, le domaine de l'agriculture, c'est la spéculation. Tantôt, vous produisez, vous conservez pour vendre un peu plus cher. Tantôt, le soja, le problème du soja, c'est que les étrangers viennent, mais ils sont prêts à venir acheter le soja chez vous au bord. Même dans votre champ, vous produisez, ils viennent, et ils prennent le truc, ils vous donnent l'argent. Comme ça. Mais quel producteur voit l'argent réel comme ça et ne veut pas prendre? C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Donc ça veut dire face à tout ça, quand même, je vais dire, les prévisions alarmistes de l'Union européenne peuvent être vérifiées. Il y a des risques de famine. Oui, mais bon, aussi, il ne faut pas aussi crier au loup. Hein. Il faut pas. Ces gens-là aussi, tout le temps, ils nous ont dit dans ce pays que coronavirus, ça va me décimer. Donc, moi, c'est vrai, hein, ils ont peut-être raison, mais il ne faut pas aussi crier au loup dans la bergerie. Ce sont des prévisions. Ils sont en train de faire la communication, juste pour décourager un peu la Russie, décourager la Russie aussi, pour dire que la Russie est en train de venir en Afrique. Si tu affames les Africains, ils ne vont plus te soutenir. Tout ça, il y a des calculs qui sont dedans aussi. Notre deuxième sujet, rapidement, c'est le Mali. On va donc évoquer la situation que vivent les médias France 24 et Radio France Internationale. Ces deux médias français ne sont plus les bienvenus au Mali. Les fréquences ont été coupées en cause la diffusion d'une enquête. C'est en tout cas comme ça que le présentent ces médias qui montrent des exactions qu'on attribue aux FAMA avec leurs alliés russes. Les autorités maliennes de la transition démentent formellement et accusent ces médias d'être dans une logique de démoralisation des vaillantes forces armées maliennes. Je cite exactement les termes du communiqué. Au niveau de Paris, on crie haro sur le baudet. Mais Jérôme Sossou, je suis cette situation et puis je pense à quelque chose. Le RFI France 24 ont fait une enquête qui montre que les FAMA auraient commis des crimes, etc. En même temps, vous vous rappelez qu'il y a eu les forces françaises
qui ont tiré sur un mariage civil, bien sûr, causant une vingtaine de morts. L'ONU a fait une enquête pour montrer que c'est la vérité. La France a dit que nenni. Et silence radio. Aujourd'hui, moi, j'écoute tout ça et je dis, mais alors, qu'est-ce qu'on nous vend? Mais c'est vrai qu'en un premier temps, quand on suspend des médias dans un pays, en tant que journaliste, ça va me faire mal. Mais si c'est pour une bonne cause, j'applaudis. Parce que, comme toi-même tu as peint, comment peut-on, les deux aspects de la chose, il faut comprendre quelque chose aujourd'hui. Vous allez voir toute la guerre que la France mène contre le Mali depuis que la junte est arrivée au pouvoir et que le Mali a trouvé mieux ailleurs, c'est-à-dire avec son contrat avec la Russie, et la Russie qui ne plaît pas du tout à la France. Et vous vous rappelez également de ce que la junte a demandé à la force Barkhane de quitter le territoire malien. Tout ça là, la France n'arrive pas à le gérer. Et maintenant que la France 24 et RFI sont des médias français et que ce sont ces médias, je ne sais pas sur quelle base, je ne sais pas ce qui les a animés à vouloir faire une enquête sur ces exactions-là, et que maintenant ils publient les résultats de leur enquête. Ça ne va pas plaire, moi, du côté du Mali, ça ne va pas plaire. Je serai à la place de Goïta que je fasse plus que ça, parce que cela donne l'impression que la France fait tout et tout pour nuire à la junte malienne. C'est en fait l'objectif qu'ils sont en train de poursuivre. Si la force Barkhane entend à tirer sur des gens et que depuis les enquêtes l'ont prouvé et que la France on aurait aimé que ces deux radios ou ces deux médias soient allés faire des enquêtes sur cette situation. Et pourquoi pas, ils ne l'ont pas fait et ils sont intéressés par ce qui se passe aujourd'hui. Donc, moi, je dis qu'ils sont en train de le faire sciemment pour nuire véritablement à la jeune. Aujourd'hui, je crois que l'Afrique, les États africains sont suffisamment mûrs pour quand même gérer leur pays. Si les dirigeants africains vont encore se laisser faire, vont encore faire la courbette devant la France, moi, je regrette ça. Et donc, c'est pour ça que moi, je soutiens avec beaucoup d'énergie ce que la gente est en train de faire. Il faudrait que... Il y a des choses, il y a plusieurs choses qui se font ailleurs et dont la France est véritablement à l'origine, comme par exemple dans notre pays ici où on accuse la France toujours de soutenir les pouvoirs publics et que véritablement rien ne se dit, rien ne se fait. Et la France est en train de quand même continuer par faire en sorte que la junte malienne disparaisse. On ne veut pas accepter ça. Ce n'est pas quand même du bien que la France veut faire au Mali. D'accord. Il y a aussi une autre situation qui est quand même assez paradoxale. On a coupé France 24, RFI, Jérôme l'a dit, quand on coupe un média, on est journaliste, on est obligé de condamner. Mais en même temps, toute l'Europe est dans une sorte de condamnation. Mais toute l'Europe s'est permise de couper Russia Today, de couper tous les médias russes. Alors, on est dans quelle balance? On est dans le deux poids, deux mesures. Moi, je vais peut-être relativiser un peu. Je vais dire que, en tant que défenseur des droits de l'homme, quelle que soit la situation de n'importe où que ça se produit, les situations d'atteinte aux droits de l'homme, on doit les condamner. Ça, il faut pas dire que c'est parce que c'est tel qui a fait les enquêtes ou tel autre qui a fait les enquêtes qu'il ne faut pas les condamner. Il faudra les condamner, d'où que les exactions viennent. Alors, les médias en question doivent savoir que si vous êtes dans le pays de quelqu'un et que vous dénoncez quelque chose que le pays dit que non, c'est faux, mais vous devez vous attendre à cela. Ils doivent savoir que les conséquences seraient la fermeture de ces médias. Ils doivent s'y attendre. Je sais pas, moi, je ne condamne même pas la décision des autorités maliennes, parce que vous avancez quelque chose que nous disons que c'est faux.
nous disons que c'est faux. Moi, je n'ai pas encore de contre-expertise pour dire que oui, que les médias avancent est vrai ou faux. Alors, si on finit de condamner, si ça s'avérait être vrai, si on condamne, on doit dire aussi que oui, mais le revers de la médaille, ce serait évidemment que ces dirigeants-là ferment les structures là en question, parce que eux ne reconnaissent pas cela. Ils ne reconnaissent pas cela. Et comme vous avez fait le parallèle tout à l'heure de l'autre côté, oui, là ailleurs vous fermez, vous chassez tout, tous les médias, et ici, ben, il n'y a que 2 qu'on a fermés, vous criez au scandale. Donc oui, c'est 2 poids 2 mesures. Quand ça arrange, on dit oui, on peut, mais quand ça n'arrange pas, on crie au loup, on crie au scandale. Donc c'est ça aussi. Nous aussi, ça doit nous montrer à nous autres Africains qu'on doit avoir des organisations de presse ou bien des médias qui sont vraiment panafricains, qui essayent aussi, bien qui peuvent arriver à ce niveau donné de... Aujourd'hui, si vous demandez au Togo, à pratiquement 55% ou 60% de personnes qui ont qui arrivent à écouter au moins la radio, ils vous disent que le matin ils écoutent RFI, ils écoutent France 24, sur France 24. Donc on est devenu dépendant de ces organes-là, de telle sorte que ce qu'ils nous disent, c'est parole d'évangile. Tu discutes là, des fois, je me rappelle, il y a quelques mois, j'ai discuté avec quelqu'un sur un sujet donné, il me dit oui, moi-même j'ai entendu ça sur France 24, j'ai écouté ça sur RFI, c'est RFI même qui a dit. Donc si RFI dit, c'est devenu parole d'évangile. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Oui, c'est pas toujours vrai. Il y a des fois, vous allez voir même les médias qui font des enquêtes, après ils reviennent dessus pour dire que non, oui, il y a eu. Donc c'est un peu ça. Donc moi, je ne pourrais pas condamner la décision des autorités maliennes, quoique la liberté d'expression, la liberté de presse est garantie, et que en regardant dans ce sens, on doit se dire que oui, fermer un média, c'est toujours à condamner, fermer ou bien restreindre les libertés d'expression, c'est condamnable. Mais au même moment, si ça ne va pas, aujourd'hui, l'État malien ou bien les forces armées maliennes sont en train de mener un combat. Et ce combat-là, ils doivent rassembler tous les fils, tous les Maliens, Maliennes autour d'eux pour mener bien à ce combat. Les Européens, ils étaient au Mali depuis plusieurs années, n'ont pas réussi à chasser les djihadistes, bien à arriver au bout de ce combat. Et si eux, ils veulent le faire et que ils attendent du soutien de leur peuple et ces genres d'informations viennent démoraliser les troupes, c'est discutable. Mais ça n'enlève en rien tout ce que j'ai dit dès le départ. Si ces actions s'avéraient être vraies, il faut les condamner. Non, il faut reconnaître que la France exagère un peu. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas quitter définitivement le Mali. Elle dit qu'elle va partir, mais dans 6 mois. Ça ne se comprend pas du tout. Vous voulez aider quelqu'un qui dit que, bon, le service que vous l'avez rendu, ça va comme ça, partez. Vous donnez maintenant un temps de partir. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. La France, où les militaires français ont été souvent accusés de viol, de mineurs, etc., mais la France n'a jamais, en tout cas à ma connaissance, condamné ça. Et puis aujourd'hui, la France, ou l'Europe, toute l'Europe qui vient de couper les médias russes partout, et on a demandé à... Est-ce que je vais même dire que c'est 2 organes, puisque ce sont des alliés. On a dit à RFI... C'est les mêmes organes. C'est les mêmes organes. On a dit à RFI, à France 24, de ne plus émettre au Mali. Moi, je ne vois pas le problème. Parce que déjà, au Togo, je me rappelle que RFI a été interdit d'émettre à plusieurs reprises. Autant chaud même. Donc c'est ça quoi. Et donc moi je crois que la France doit vraiment faire examen de conscience, de reculer. Nous ne sommes pas, la France ne doit pas continuer d'être gendarme derrière les États africains. Et je ne sais pas jusqu'à quand. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une révolution africaine qui se met en place. Et je crois que si la France ne revoit pas sa copie en matière politique, elle aura assez de problèmes. La Russie, Poutine le disait la dernière fois, moi je lisais ça, je prenais ça comme de la blague. Il disait
qui n'a pas envie de faire la guerre à la France. Il suffit que les Africains lâchent, qu'ils la lâchent, et puis bon, elle aura déjà connu son sort. C'est plus une blague. Oui, c'est ce que je dis. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit ou c'était une blague. Mais je crois que c'est une réalité. Quand vous analysez ce bout de phrase, mais c'est une réalité pure. Il suffit que les Africains lâchent la France, que vous allez voir là où elle va se retrouver sur le plan mondial. Donc, il faudrait que la France revoie un tout petit peu sa copie de façon assez globale vers les Africains. Et puis, quand on écoute un peu l'enquête en question, on a aussi plus l'impression d'une enquête à charge. Oui, voilà. Oui, c'est plus montrer que oui, les forces maliennes sont en train de faire ça. On n'a même pas écouté la version des forces armées maliennes. On a écouté juste quelques individus, quelques personnes qui ont parlé, qui ont dit oui, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça et tout ça. Oui, au même moment, je ne vois pas un média comme France 24 ou RFI aller demander au chef d'état-major malien qu'est-ce que vous avez fait là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est ça, cette période qui court là, c'est la crise, ils sont pas, c'est chien chat chez eux là-bas, donc ça ne peut qu'être cela qu'on puisse voir. Maintenant, il faut maintenant que les dirigeants maliens communiquent aussi, hein. Il faut qu'ils communiquent suffisamment, il faut qu'ils arrivent à montrer que ce que les gens avancent là, que ce sont des erreurs, que c'est faux. Il ne faut pas rester seulement à dire que non, on vous chasse et puis non, il faut donner des contre-arguments, il faut avancer des éléments qui justifient que ce sont des erreurs qui ont été commises et pour vous dédouaner. C'est ça qui fera que les gens auront plus confiance en vous et que les décisions que vous allez prendre, par exemple la décision de fermer les radios là, les gens ne vont pas trouver ça atteinte à la liberté d'expression. Les gens vont voir que oui, c'est une réponse, ou bien c'est comment vous appelez ça, c'est la conséquence de peut-être l'irresponsabilité du média ou quoi que ce soit. Oui, moi je me suis posé la question de savoir quel est l'objectif poursuivi par ces deux médias en voulant réaliser ces enquêtes. Parce que je me rappelle, je ne sais pas, c'est en Centrafrique, il y a eu aussi une enquête du genre que les autorités ont démenti et qu'après on a interrogé, enfin on a écouté des interviews de certaines personnes que les médias là ont écouté, mais qui disaient, bon, c'est ce qu'on nous a dit de dire, on nous a donné de l'argent. Oui, mais il faut aussi dire que la crédibilité de ces deux médias est en jeu dans ce genre de situation. Quel est l'objectif poursuivi? Si on se rappelle que presque tout le peuple malien soutient la junte actuellement et que d'un jour à l'autre, deux médias français qui ne sont même pas, enfin, le pays n'est pas en bon terme avec le Mali, et que ce sont ces deux médias qui viennent dire qu'ils ont fait des enquêtes et publient les résultats. Moi, je trouve une contradiction dans la démarche, dans ce sens que le Mali est soutenu, ou la junte est soutenue par les Maliens, surtout qu'ils sont en train de, pour le moment, avoir de satisfaction par rapport à tout ce que la Russie, leur partenaire, est en train de faire pour eux. Et donc, si l'objectif est inavoué, ou si on voudrait montrer quelque chose pour décourager les Maliens, je crois qu'ils sont sur une mauvaise pente. Ils sont sur une mauvaise pente. Il faudrait qu'ils retournent en arrière ou qu'ils fassent des pas de recul pour voir si l'objectif poursuivi est normal. Parce que ce que ces deux médias sont en train de faire, moi je ne trouve pas que c'est quand même bien. D'accord. On va marquer la pause ici, le temps de suivre le journal, une dizaine de minutes, et on revient pour parler du Togo maintenant.